25 mètres de pierre dressés sur une colline nue. 8 côtés, 8 tours, 8 chambres à chaque étage, et pas un seul fossé, pas un pont-levis, pas une meurtrière digne de ce nom. Une couronne de calcaire posée sur le vide, visible à des dizaines de kilomètres à la ronde. Pourquoi bâtir un château si ce n'est pas pour se défendre? C'est la question que pose, depuis presque 8 siècles, le Castel del Monte. La réponse est plus profonde qu'il n'y paraît. Ce qui ressemble à une forteresse cache une intention que personne n'a su nommer avec certitude. Pour la comprendre, il faut remonter à l'homme qui l'a voulu et au plateau brûlé où il a choisi de l'élever. Imaginez une route qui monte. Le plateau des Murges s'étend de part et d'autre, plat, sec, hérissé d'une végétation méditerranéenne basse et coriace. Pas un village, pas un clocher à l'horizon. Et soudain, au sommet d'une colline isolée, une forme surgit. Géométrique, presque irréelle. 8 faces de calcaire clair, 8 tours qui se dressent comme les pointes d'un diadème. À 540 mètres au-dessus du niveau de la mer, posé sur la roche nue, le Castel del Monte ressemble moins à un édifice qu'à un objet tombé du ciel. On le voit depuis des dizaines de kilomètres dans toutes les directions. Et pourtant, plus on s'en approche, moins on le comprend. Car la première chose qui frappe le visiteur, c'est une absence. Là où l'on attend les signes du château fort, le fossé creusé tout autour, le pont-levis grinçant, les meurtrières taillées pour l'archer, il n'y a rien. Le sol monte doucement jusqu'aux murailles, sans rupture, sans piège. On entre presque de plein pied dans ce qui devrait être une place forte. Quiconque a vu d'autres forteresses médiévales ressent immédiatement le décalage. Quelque chose ne colle pas. La pierre est massive, les murs atteignent 25 mètres de hauteur, l'équivalent d'un immeuble de 8 étages, et leur épaisseur à la base avoisine 2,40 mètres, presque la taille d'un homme couché. La force est là. Mais l'intention guerrière, elle, manque à l'appel. Reculons d'abord pour comprendre où nous sommes. Le plateau des Murges occupe l'arrière-pays des Pouilles, cette longue région du sud-est de l'Italie qui forme le talon de la botte, le long de la côte adriatique. C'est une terre de calcaire et de soleil, de pierres sèches et d'oliviers, balayée l'été par un vent chaud qui dessèche tout sur son passage. La chaleur y dépasse souvent 40 degrés. L'hiver, le même vent devient mordant. La mer Adriatique scintille à une trentaine de kilomètres, invisible depuis la plaine, mais perceptible depuis les hauteurs. C'est un pays de contrastes brutaux, et le château en est l'exact reflet. Une rigueur mathématique posée au cœur d'une nature rude et indomptée. L'air, ici, est sec et minéral. À l'approche du château, sous le soleil de fin d'après-midi, le calcaire prend une teinte ambrée, presque dorée, comme si la pierre absorbait la lumière pour la rendre plus chaude. À l'aube, elle est pâle, laiteuse. Sous l'orage, elle vire au gris de plomb, presque au noir. Le bâtiment semble changer d'humeur avec le ciel. Et toujours, cette silhouette de couronne qui domine le vide, une image que les sources contemporaines retiennent presque malgré elle, tant elle s'impose. Une couronne de pierre, non posée sur une tête, mais sur une colline. Le nom lui-même raconte une histoire. Castel del Monte, le château de la montagne. Mais la montagne n'a rien d'un sommet alpin. C'est cette modeste éminence des Murges. Le nom vient en réalité d'un lieu plus ancien. Sur cette colline existait déjà, bien avant le château, un monastère dédié à Sainte Marie du Mont, Santa Maria del Monte. Un document remarquable l'atteste. Dès l'an 1120, plus d'un siècle avant la construction de la forteresse, une bulle du pape Calixte II mentionne ce monastère sur la hauteur. La colline était donc déjà un lieu marqué, habité par le sacré, avant que l'empereur ne décide d'y inscrire sa propre marque dans la pierre. Cet empereur, c'est Frédéric II de Hohenstaufen, empereur du Saint-Empire romain germanique, roi de Sicile, roi de Jérusalem. Ses contemporains, frappés par l'étendue de son savoir et l'audace de son esprit, lui donnèrent un surnom qui a traversé les siècles, Stupor Mundi, l'émerveillement du monde. C'est lui qui voulut ce château. C'est sa vision, son intelligence, son ambition que la pierre devait traduire. Et c'est de lui que vient l'ordre le plus ancien que nous possédions sur cette construction. Ce document est précieux, car il est l'un des rares points fermes dans une histoire pleine de zones d'ombre. Le 29 janvier de l'an 1240, Frédéric II fait écrire une lettre à Riccardo da Montefuscolo, le justicier de la Capitanate, le haut fonctionnaire chargé de l'administration de cette partie du royaume.
L'empereur y ordonne de réunir les matériaux nécessaires à l'édification d'un château près de Sainte-Marie-du-Mont. C'est la plus ancienne mention datée avec précision. Tout ce qui précède relève de la reconstitution, tout ce qui suit de l'interprétation. Mais ce jour-là, l'intention impériale est gravée noir sur blanc. Un château doit s'élever ici. Reste la question qui ne lâche pas le visiteur dès le premier regard. Pourquoi ici? Un château, au Moyen-Âge, garde quelque chose, une frontière, un gué, un carrefour de routes commerciales, un col. Il surveille, il contrôle, il perçoit des péages. Or, le Castel del Monte ne garde rien de tout cela. Il ne domine aucun grand axe marchand, ne verrouille aucune passe stratégique vitale. Il se dresse, magnifique et apparemment inutile, sur une colline que rien n'obligeait à fortifier. Cette anomalie a longtemps nourri l'idée d'un édifice énigmatique, presque incompréhensible, un mystère pur. La réalité est plus subtile, et elle commence à se dessiner. Ces terres, Frédéric ne les avait pas conquises. Il en avait hérité de sa mère, Constance de Sicile, héritière de la dynastie normande des Hautes-Villes. Les Pouilles étaient sa patrie d'élection. Dès son premier séjour dans la région, l'empereur s'était épris de cette terre fertile, de ses forêts giboyeuses, de ses plaines ouvertes. Il y multiplia les résidences et les forteresses. Le Castel del Monte n'est donc pas un caprice isolé tombé du vide. Il appartient à un vaste réseau de châteaux que Frédéric II fit édifier à travers l'Italie méridionale et la Sicile. L'historien italien Raffaele Licinio l'a martelé avec insistance. Ce château est l'un des maillons de ce système, et non un objet surnaturel échappant à toute logique. Et pourtant, c'est là que le paradoxe se rouvre, à peine refermé. Le Castel del Monte n'est pas un château comme les autres de ce réseau. Les autres forteresses de Frédéric sont des constructions pragmatiques, adaptées au terrain, taillées pour la fonction militaire. Celui-ci est différent. Là où ses frères de pierre épousent les contours du relief, lui impose au paysage une géométrie parfaite, indifférente à tout impératif défensif. C'est le seul château de Frédéric II doté d'une forme aussi rigoureusement régulière, un idéal mathématique dressé sur une colline, un objet pensé pour être vu, admiré, compris, comme un signe, autant que pour être habité. Voilà donc le premier élément de réponse. Si le Castel del Monte ne garde aucune route, c'est qu'il ne fut peut-être jamais conçu d'abord pour garder quoi que ce soit. Sa position dominante, visible à des lieues, offrait certes un avantage. Un point de guet exceptionnel, un panorama qui embrassait tout l'horizon jusqu'à la mer. Mais sa véritable mission semble avoir été d'une autre nature. Sur cette hauteur déjà chargée de sacré, l'empereur le plus savant de son siècle voulut inscrire quelque chose. Une affirmation de puissance, une vision du monde traduite en lignes et en angles. Une couronne de calcaire, posée non sur un front, mais sur la terre des Pouilles, pour proclamer à qui appartenait ce royaume. La question demeure pourtant entière, plus aiguë encore qu'au premier regard, car proclamer la puissance n'exige pas 8 côtés exactement, ni 8 tours, ni 8 chambres à chaque étage. Cette obsession du chiffre, cette précision presque inquiétante, ce refus de toute fonction guerrière, tout cela attend encore son explication. Le château se tient là, sur sa colline, énigme de pierre que l'on contourne sans en percer le secret. L'homme qui l'a voulu emporta ses raisons dans la tombe. Mais il laissa, gravés dans le calcaire, assez d'indices pour qu'on tente, 8 siècles plus tard, de les déchiffrer. Un historien arabe du XIIIe siècle, Sibt ibn al-Jawzi, a laissé de l'empereur un portrait sans complaisance. Frédéric II, écrivit-il, avait la peau rouge, le crâne chauve, la vue basse. S'il avait été un esclave offert au marché, il n'aurait pas valu 200 dirhams. Voilà l'homme qui fit dresser sur la colline des Murges la construction la plus parfaite de son siècle. Un homme que rien, dans l'apparence, ne désignait pour la grandeur. Et c'est précisément ce décalage qui ouvre une piste. Pour comprendre la pierre, il faut comprendre l'esprit qui l'a conçue. Cet esprit s'est formé dans la perte. Frédéric naît en l'an 1194 à Jesi, près d'Ancône, fils de l'empereur Henri VI de Hohenstaufen et de Constance de Sicile. À 3 ans, il est couronné roi de Sicile, à Palerme. À 4 ans, il est orphelin. Son père meurt d'une fièvre, sa mère le suit dans la tombe quelques mois plus tard. L'enfant roi se retrouve seul, héritier d'un royaume convoité, placé sous la tutelle formelle du pape Innocent III. Une tutelle lointaine, qui le protège sur le papier, mais le laisse, dans les faits, livré à lui-même.
Ce qui aurait dû le briser fit de lui un être unique. Car Frédéric ne grandit pas enfermé dans les ors d'un palais, entouré de précepteurs choisis. Il grandit dans les rues de Palerme. Et Palerme, en ce début de XIIIe siècle, est l'une des villes les plus extraordinaires du monde connu. Ancienne capitale d'un émirat musulman, conquise par les Normands, elle est un carrefour où se croisent arabes, grecs, juifs, normands, lombards. On y entend résonner toutes les langues de la Méditerranée. Les mosquées côtoient les églises byzantines. Les marchés débordent d'épices et de savoirs venus d'Orient. C'est dans ce bouillonnement, et non dans une salle d'études, que l'enfant apprit ce qu'aucun prince de son temps ne savait, que le monde est pluriel et que la vérité parle plusieurs langues. À l'âge adulte, Frédéric II maniait 6 langues, le latin des clercs, le sicilien de son peuple, le moyen haut allemand de ses ancêtres souabes, l'ancien français des cours et de la littérature courtoise, le grec de Byzance, l'arabe des savants. 6 langues, non pour briller, mais pour lire, interroger, comprendre dans le texte les penseurs de chaque tradition. Là où ses contemporains voyaient dans l'islam un ennemi à abattre, Frédéric voyait une bibliothèque à ouvrir. Cette curiosité dévorante, cette absence de frontières dans l'esprit, allait marquer chacune de ses entreprises, et la pierre de la colline en porte la trace. L'empereur transforma sa cour en un foyer de savoir comme l'Europe n'en avait pas connu. Mathématiciens, astronomes, médecins, traducteurs, philosophes, chrétiens, musulmans et juifs y travaillaient côte à côte. On y traduisait Aristote et les traités arabes d'astronomie. On y débattait de questions que l'Église préférait laisser closes. Frédéric correspondait avec les savants de tout le pourtour méditerranéen, leur soumettant des problèmes de mathématiques et de philosophie, exigeant des démonstrations, refusant les réponses vagues. Parmi ses interlocuteurs figurait, selon plusieurs sources, le plus grand mathématicien de l'époque, Leonardo Fibonacci, celui-là même qui avait introduit en Occident les chiffres venus de l'Inde par le monde arabe. L'esprit qui régnait à cette cour était celui de la mesure, du nombre, de la rigueur, exactement ce que l'on retrouve plus tard gravé dans les proportions du château. En l'an 1224, Frédéric fonda à Naples une université. Ce n'était pas le premier établissement d'enseignement supérieur d'Europe, mais c'était le premier voulu et créé par un pouvoir laïque, par décret impérial, pour former les serviteurs de l'État et diffuser le savoir hors du seul contrôle de l'Église. Geste révolutionnaire pour son temps. Frédéric ne se contentait pas d'admirer la connaissance, il l'organisait, l'institutionnalisait, en faisait un instrument de gouvernement. Cette volonté de structurer le monde par la raison, de le soumettre à un ordre intelligible, est la clé qui relie l'homme à son château. Celui qui réduit le savoir en système peut aussi réduire un édifice en pure géométrie. Sa soif de comprendre touchait jusqu'au monde animal. Pendant de longues années, Frédéric travailla à un traité sur la chasse aux faucons, le De arte venandi cum avibus, l'art de chasser avec les oiseaux. Ce n'était pas un simple manuel de vénerie, c'était une œuvre d'observation patiente, fondée sur l'expérience directe où l'empereur décrivait l'anatomie des oiseaux, leur vol, leur comportement, corrigeant au passage les autorités antiques quand ses propres yeux les démentaient. Les historiens des sciences y voient l'un des premiers ouvrages de zoologie conçus dans un esprit véritablement moderne. Ne croire que ce que l'on a vérifié. Ce même refus de se contenter du convenu, cette exigence de précision se lise dans chaque angle du Castel del Monte. Frédéric vivait d'ailleurs entouré d'une cour mouvante qui stupéfiait l'Europe. Il voyageait avec une ménagerie, éléphants, chameaux, léopards, singes et même une girafe, animal que l'Occident n'avait pour ainsi dire jamais vu. Là où il passait, la foule se pressait pour contempler ce souverain qui semblait avoir rapporté l'Orient dans ses bagages. Cette mise en scène n'était pas que vanité, elle proclamait que le maître de ce cortège était maître d'un monde plus vaste que celui de ses rivaux, qu'il régnait sur le connu et sur l'inconnu. Le château, lui aussi, fut pensé comme une mise en scène, non de bêtes exotiques, mais d'une idée. Marchons un instant dans les pas de cet homme. On l'imagine, au crépuscule de sa vie, gravissant la colline des Murges. La pierre encore tiède de la chaleur du jour, le vent sec qui court sur le plateau, l'odeur âcre des herbes brûlées par le soleil. Devant lui, sa couronne de calcaire prend la lumière dorée du soir. Voici un homme qui a vu le dôme du rocher à Jérusalem, prier dans des langues que ses ennemis ne comprenaient pas, disputer de géométrie avec les plus grands esprits de son temps, et qui,
sur cette hauteur, a voulu rassembler tout cela, l'Orient et l'Occident, le nombre et la lumière, le pouvoir et le savoir, en un seul objet de pierre. Car le surnom de Stupor Mundi n'était pas une flatterie de courtisan. Il disait la stupeur réelle, mêlée d'effroi parfois, que cet homme inspirait. Un empereur qui correspondait avec des sultans, qui doutait là où l'on exigeait la foi, qui plaçait l'observation au-dessus de l'autorité. Le pape Grégoire IX le qualifia publiquement d'antéchrist. Frédéric fut excommunié à plusieurs reprises. Mais aux yeux de la postérité, ce qui demeure n'est pas l'anathème. C'est l'image d'un esprit qui refusait les limites de son siècle. Un esprit qui, plutôt que de laisser un tombeau ou une statue, choisit de laisser une énigme, 8 côtés de calcaire dressés sur une colline. Tout dans cet homme conduit donc à la pierre. Son enfance multilingue explique le mélange des styles que l'on retrouvera dans les murs. Sa cour de savant explique la précision mathématique du plan. Son obsession de l'observation explique l'attention portée à la lumière et aux astres. Sa conception du pouvoir comme spectacle de l'intelligence explique qu'il est bâti non une simple forteresse, mais une affirmation. Le Castel del Monte n'est pas l'œuvre d'un maçon anonyme suivant une commande. Il est le portrait, en calcaire, de l'esprit qui l'a conçu. Reste à lire ce portrait trait pour trait, et le premier trait, le plus insistant, le plus troublant, est ce chiffre qui revient sans cesse, comme une signature dont l'empereur emporta le sens. Comptons. Le château possède 8 côtés. À chaque angle de cet octogone se dresse une tour, et ces tours sont au nombre de 8. À l'intérieur, chaque étage compte 8 chambres. Comme il y a 2 étages, cela fait 16 pièces, mais toujours organisées par groupes de 8. Au centre s'ouvre une cour qui n'est ni ronde, ni carrée, un octogone encore. Chaque tour, à chaque niveau, est percée de 8 fenêtres, et dans les escaliers qui montent d'un étage à l'autre, on gravit 44 marches, un nombre qui, divisé, ramène lui aussi à des multiples de la figure obsédante. Le 8 n'est pas un détail du Castel del Monte, il en est la trame, le squelette, la respiration. Partout où le regard se pose, il revient. Une telle insistance ne peut être le fruit du hasard, et c'est ici que l'imagination, depuis des siècles, s'emballe. On a voulu voir dans ce chiffre répété le signe d'un secret occulte, la marque d'une société mystérieuse, le code d'une sagesse interdite. Le 8 couché devient le symbole de l'infini. On y lit un message ésotérique, une alchimie de pierre. Ces lectures sont séduisantes parce qu'elles flattent notre goût du mystère. Mais elles s'effondrent dès qu'on les confronte à ce que savaient réellement les bâtisseurs du XIIIe siècle. Car le 8 n'avait nul besoin d'être magique pour être chargé de sens. Il l'était déjà, profondément, dans la culture qui environnait Frédéric. Pour le comprendre, il faut entrer dans un baptistère. Dans presque toute l'Europe chrétienne médiévale, le lieu où l'on administrait le baptême avait une forme bien précise. 8 côtés. Ce n'était pas une fantaisie d'architecte, mais une théologie traduite en pierre. Le chiffre 7 renvoyait aux 7 jours de la création, au temps du monde terrestre, au cycle achevé de la semaine. Le 8, lui, venait après, le jour d'après, le 8e jour, celui qui n'appartient plus au temps ordinaire. Il était le nombre de la résurrection, du passage, du renouvellement. Plonger dans les fonds baptismaux octogonaux, c'était mourir au monde ancien et renaître dans le nouveau. La forme elle-même portait le message. Cette tradition avait un point d'origine que les lettrés du Moyen-Âge connaissaient bien. C'est à Milan, au IVe siècle, autour de la figure de l'évêque Ambroise, que s'était fixée cette association entre l'octogone et le baptême. Ambroise lui-même aurait composé une inscription expliquant pourquoi le baptistère comptait 8 côtés. Parce que le 8 ouvre l'ère du salut. De là, la forme s'était répandue dans toute la chrétienté, traversant les siècles, codifiée, comprise de tous ceux qui avaient quelque culture religieuse. Pour un homme aussi instruit que Frédéric II, l'octogone n'avait rien d'un signe obscur. C'était un mot du vocabulaire sacré, parfaitement lisible. Mais il y a une géométrie plus profonde encore sous cette symbolique, et c'est elle qui éclaire vraiment le choix impérial. Dans la pensée médiévale, 2 figures s'opposaient et se complétaient. Le carré, avec ses 4 côtés, ses 4 points cardinaux, ses 4 éléments, représentait la terre, le monde matériel, fini, stable et lourd. Le cercle, parfait, sans angle ni fin, représentait le ciel, le divin, l'infini. Entre les deux, comment passer de l'un à l'autre? Comment relier la terre au ciel?
La réponse était l'octogone. Né du carré dont on aurait coupé les angles, s'approchant du cercle sans tout à fait l'atteindre, il occupait l'espace intermédiaire. Il était le pont, la forme du seuil, de la transition, de l'élévation. Bâtir en octogone, c'était construire un passage entre le monde des hommes et celui de Dieu. Frédéric n'avait pas découvert cette idée dans les livres seulement. Il l'avait vue de ses yeux, dans deux des édifices les plus chargés de pouvoir et de sacré de son monde. À Aix-la-Chapelle, là où l'on couronnait les empereurs, se dressait la chapelle palatine de Charlemagne, élevée autour de l'an 800, un octogone monumental, cœur de la mémoire impériale d'Occident. Frédéric connaissait ce lieu. C'est dans cette ville que se nouait la légitimité des souverains du Saint-Empire. L'octogone était donc, pour lui, non seulement la forme du salut, mais celle du pouvoir suprême, le nombre des empereurs. Et il y avait l'autre vision, celle de l'Orient. Lors de son passage à Jérusalem, Frédéric avait contemplé le dôme du Rocher, ce sanctuaire achevé à la fin du 7e siècle, l'un des plus anciens monuments de l'islam encore debout. Sa forme, là encore, était octogonale. L'empereur qui parlait l'arabe, qui admirait les sciences et les arts du monde musulman, avait sous les yeux la preuve que cette géométrie sacrée n'appartenait à aucune religion en propre. Elle reliait les traditions, elle parlait à la fois à l'Orient et à l'Occident. En choisissant l'octogone, Frédéric ne copiait ni Aix ni Jérusalem. Il les fondait ensemble, comme il fondait dans son esprit les savoirs de tous les peuples. Voilà ce que disent réellement les 8 côtés du Castel del Monte. Non un secret de société interdite, mais une synthèse savante, mûrie par un homme qui avait vu, lu, comparé. Le baptistère pour le passage, Aix pour la couronne, Jérusalem pour l'universel. L'historien Raffaele Licinio l'a rappelé avec fermeté chaque fois que l'on a voulu rattacher le château à un quelconque ordre mystérieux. Aucun document, aucune trace, aucune preuve ne relie ces murs à une confrérie secrète. Tout, en revanche, désigne un choix architectural conscient, enraciné dans la symbolique théologique de son temps et dans l'expérience personnelle de l'empereur. Le mystère du 8 n'est pas un code à briser, c'est un langage à apprendre. Mais ce langage, Frédéric ne se contenta pas de le parler. Il y ajouta un geste d'une audace inouïe, et c'est là que le paradoxe se rouvre. Car partout ailleurs, l'octogone appartenait au sacré. Baptistère, sanctuaire, chapelle, la forme habitait les lieux de prière. Or, Frédéric ne bâtit ni une église, ni une chapelle. Il prit cette géométrie réservée à Dieu et l'appliqua à un édifice profane, à une demeure impériale dressée sur une colline. Il déplaça le symbole du salut dans le domaine du pouvoir terrestre. Le château devenait ainsi une affirmation vertigineuse. Ce qui était la forme du passage vers le ciel servait désormais à proclamer la grandeur d'un homme. Tenons-nous un instant au centre de la cour. Levons les yeux. Le ciel découpé là-haut n'est ni rond ni carré. C'est un octogone parfait, un fragment d'azur taillé par 8 arêtes de pierre. On comprend alors que le château tout entier fonctionne comme un raisonnement. Du grand octogone des murailles au petit octogone de la cour, des 8 tours aux 8 chambres, la même figure se répète à toutes les échelles, comme une vérité qu'on martèle, comme une note tenue. Marcher dans le Castel del Monte, c'est circuler à l'intérieur d'une idée géométrique poussée jusqu'au bout, jusqu'à l'obsession. Et pourtant, la symbolique ne suffit pas à tout dire. Comprendre pourquoi Frédéric a choisi le 8 ne nous dit pas encore comment ces bâtisseurs sont parvenus à le tracer avec une exactitude presque sans faille sur une colline rocheuse, sans les instruments qui nous semblent indispensables. Le sens était dans la tête de l'empereur. La précision, elle, fut entre les mains d'autres hommes, des hommes qui maîtrisaient un savoir dont l'octogone n'est que la face visible, et qui inscrivirent dans ces murs bien plus que des chiffres, la course même du soleil. Engageons-nous dans l'un des escaliers. Il est étroit, taillé pour le passage d'un seul corps, et il s'enroule sur lui-même dans la pierre. On monte, marche après marche, et quelque chose, peu à peu, dérange sans qu'on sache d'abord le nommer. L'escalier tourne vers la gauche. Pour qui connaît l'architecture militaire médiévale, ce simple fait est presque une provocation, car les escaliers en colimaçon des vraies forteresses tournent, eux, vers la droite. Et cette différence, en apparence insignifiante, touche au cœur même de ce qu'est censé être un château. La raison en est limpide et brutale. Dans un escalier qui s'enroule vers la droite, le défenseur posté en haut, descendant vers l'assaillant,
garde son bras droit libre du côté du vide central. Il peut frapper de l'épée sans gêne. L'attaquant qui monte, lui, a son bras armé collé contre le noyau de pierre, entravé à chaque mouvement. L'escalier devient une arme à lui seul, un piège favorable à celui qui tient la place. Or, au Castel del Monte, c'est l'inverse. Les escaliers tournent vers la gauche, désavantageant le défenseur droitier, offrant à l'assaillant l'aisance que la logique guerrière lui refuse partout ailleurs. Celui qui a conçu ces marches n'a pas pensé à un siège. Il n'a pas pensé à se défendre. Et ce détail n'est pas isolé. Il est le premier fil d'une absence qui, une fois qu'on l'a vu, se déploie partout. Faisons l'inventaire de ce qui manque. Pas de fossé creusé autour des murs. Pas de pont-levis pour franchir ce fossé. Pas de herse lourde à abaisser sur l'entrée. Les ouvertures dans les murs ne sont pas ces fentes verticales et étroites par lesquelles l'archer décoche ses traits à l'abri. Ce sont de vraies fenêtres, larges, ouvragées, faites pour laisser entrer la lumière, non pour cracher des flèches. Nulle part on ne trouve les chemins de ronde crénelés, les plateformes de tir, les machicoulis d'où l'on déverse sur l'ennemi huile et projectiles. La forteresse ici a oublié d'être une forteresse. L'absence se creuse encore quand on cherche les organes vitaux d'un château habité en temps de guerre. Où sont les écuries pour les chevaux d'une garnison? Introuvables. Où sont les vastes cuisines capables de nourrir des hommes en armes pendant un siège? Il n'y en a pas. Où sont les caves profondes, les réserves, les silos où entasser le grain et le vin pour tenir des semaines enfermées? Absent. Un château destiné à résister doit pouvoir vivre sur lui-même, replié, autonome. Le Castel del Monte, lui, n'a rien prévu pour endurer. Il n'est pas armé pour la durée. Tout indique qu'on n'a jamais songé à s'y barricader. Le contraste devient vertigineux quand on songe à ce qu'étaient les autres châteaux de Frédéric II. L'empereur en avait fait élever des dizaines à travers l'Italie du Sud et la Sicile. Et ceux-là étaient de vraies machines de guerre. Murs épais hérissés de meurtrières, tours de guet, plateformes de combat, tout l'appareil de la défense médiévale. Il gardait des ports, des routes, des frontières. Il servait. Le château de la colline des Murges, au milieu de cette famille de forteresses fonctionnelles, fait figure d'étranges parents. Il en a la masse, la hauteur, la pierre, 25 mètres de muraille, 2 mètres 40 d'épaisseur à la base, mais pas l'âme guerrière. C'est une forteresse qui aurait renoncé à se battre. Longtemps, devant cette accumulation d'absence, une explication commode s'est imposée. Ce ne serait pas vraiment un château, mais un simple pavillon de chasse. Une résidence légère où l'empereur, passionné de vénerie, serait venu se délasser entre deux poursuites dans les forêts giboyeuses du plateau. La théorie avait sa logique. Pas de fonction militaire, donc pas de vocation militaire. Mais elle bute à son tour sur les faits. Un pavillon de chasse suppose des écuries pour les montures, des chenilles pour les meutes, des cuisines pour les festins du retour, tout un appareil domestique. Or, rien de cela n'existe non plus. Le château ne se laisse enfermer ni dans la case de la forteresse, ni dans celle du relais de chasse. Il échappe à toutes les catégories. C'est ici que l'archéologie moderne a apporté un élément décisif qui interdit les conclusions trop rapides. En fouillant les abords de l'édifice, les chercheurs ont mis au jour les traces d'un mur d'enceinte qui aurait jadis entouré le château, une muraille extérieure, une ligne de protection avancée dont il ne reste aujourd'hui presque rien de visible. Cette découverte change la perspective. Le Castel del Monte n'était donc pas ce bijou nu, posé sans nulle protection sur sa colline, que l'on croyait voir. Il s'inscrivait dans un dispositif, doté d'une première barrière défensive. Il appartenait, après tout, au réseau fortifié de Frédéric, comme l'a soutenu l'historien Raffaele Licinio. La défense n'était pas absente. Elle était reléguée à la périphérie, à cette enceinte aujourd'hui effacée. Mais ce mur disparu ne résout pas l'énigme, il la déplace. Car si la protection était assurée par une enceinte extérieure, alors le château lui-même, le noyau octogonal, n'avait plus à porter ce souci. Il était libre. Libéré de la nécessité de combattre, il pouvait se consacrer tout entier à autre chose. Et cette autre chose, l'intérieur le crie. Là où l'on attendait l'austérité d'une place forte, l'archéologie et les témoignages anciens révèlent un luxe inouï. Des murs jadis revêtus de marbre aux couleurs vives, des sols de mosaïque, une installation hydraulique raffinée, conçue pour l'eau et le confort à la manière des bains orientaux. Tout, dans ce noyau, parle non de guerre, mais de magnificence.
Le froid de la pierre, aujourd'hui, trompe le visiteur. Les salles nues, dépouillées, semblent confirmer l'idée d'une forteresse sévère. Mais il faut imaginer ces mêmes salles habillées de marbre rose, vert, crème, vibrant sous la lumière qui entre par les larges fenêtres. Il faut entendre, sous le silence actuel, l'écho d'un faste pensé pour éblouir. Le Castel del Monte n'était pas une caserne déguisée, c'était une demeure d'apparat, un écrin. La masse de ses murs n'avait pas pour fin d'arrêter l'ennemi, mais d'imposer le respect, d'affirmer une présence, de donner corps à une idée de grandeur. Voici donc le premier vrai dénouement de notre question. Si le Castel del Monte ne fut pas conçu d'abord pour se défendre, c'est parce que la défense, modeste, était confiée à une enceinte extérieure et que le château lui-même avait une toute autre mission. Il était fait pour représenter, pour incarner, dans la pierre et le marbre, la puissance et l'intelligence de l'homme qui l'avait voulu. On a parlé, à son sujet, d'un art au service du pouvoir, d'une œuvre où la beauté et la géométrie devenaient elles-mêmes un instrument de domination, plus efficace peut-être que toutes les meurtrières du monde. Un souverain qui peut se permettre de bâtir un château désarmé, somptueux, parfait, proclame par là même qu'il n'a rien à craindre. L'escalier qui tourne du mauvais côté n'est donc pas une erreur, ni un secret, c'est un aveu. Celui qui l'a tracé savait qu'aucun assaillant ne le gravirait jamais l'épée à la main. Il a préféré la pureté de la forme à l'efficacité du piège. Et cette préférence, à elle seule, dit ce qu'est le Castel del Monte. Non une réponse à la peur, mais une affirmation de l'esprit. Reste pourtant, dans ce luxe et cette lumière, un raffinement plus troublant que tous les autres, celui qui faisait entrer le soleil lui-même dans la danse et transformer la pierre en un instrument capable de marquer le passage des saisons. Il existe dans l'année du Castel del Monte des jours qui ne ressemblent à aucun autre. Aux équinoxes, quand le jour et la nuit s'équilibrent parfaitement, et au solstice, quand le soleil atteint le plus haut ou le plus bas de sa course, la lumière qui pénètre dans le château cesse d'être un simple éclairage. Elle devient une mesure. À midi, lors de l'équinoxe d'automne, l'ombre projetée par les murs sur le sol épouse exactement la longueur de la cour intérieure. Un mois plus tard, cette même ombre s'est étirée jusqu'à couvrir toute la largeur des salles. Le château ne se contente pas de recevoir le soleil, il le compte, il le suit, il en fait un cadran de pierre. Le phénomène a quelque chose de saisissant pour qui l'observe sur place. La lumière entre par les fenêtres, glisse le long des parois, vient frapper un point précis du sol ou d'un mur, toujours le même, à la même date, comme si l'édifice tout entier avait été accordé à la mécanique céleste. Ce n'est pas une impression vague, une coïncidence qu'on force à signifier. C'est un fait observé, vérifié, documenté. L'orientation des ouvertures, la disposition des chambres, l'angle des murs, tout semble avoir été calculé pour que le soleil, à certains instants de l'année, vienne inscrire sa signature à l'intérieur de la pierre. Devant une telle précision, une tentation surgit aussitôt, et il faut l'affronter de face. On serait porté à croire que les hommes du XIIIe siècle ne pouvaient pas maîtriser un tel savoir, qu'aligner un bâtiment massif sur la course du soleil, prévoir des effets de lumière à la minute et au jour près, dépasser les moyens d'une époque sans nos instruments. De cette croyance naît le soupçon du miracle, de l'inexplicable, du savoir perdu. Et c'est précisément cette croyance qui est fausse, non parce que le résultat serait moins admirable qu'il n'y paraît, mais parce qu'on sous-estime gravement ce que savaient réellement les savants du monde de Frédéric. Car le XIIIe siècle, loin d'être un âge d'ignorance, héritait d'une science astronomique et mathématique d'une richesse considérable. Cette science ne venait pas d'Occident seul, elle venait surtout du monde arabe, qui avait recueilli, traduit, prolongé l'héritage des Grecs et des savants de l'Inde et de la Perse. Les astronomes de langue arabe avaient dressé des tables précises de la position du Soleil tout au long de l'année. Ils mesuraient les angles avec des instruments éprouvés, l'astrolabe au premier rang, capable de déterminer la hauteur du Soleil et des étoiles, de prévoir leur course, de calculer l'heure et la direction. Orienter un édifice selon les solstices et les équinoxes n'avait rien d'une prouesse surhumaine. C'était une application de connaissances disponibles, maîtrisées, transmises. Et nul prince d'Europe n'était mieux placé que Frédéric pour disposer de ce savoir. Sa cour, rappelons-le, rassemblait des savants venus de tout le pourtour méditerranéen
et parmi eux, les héritiers directs de cette tradition astronomique orientale. L'empereur lui-même s'intéressait passionnément à ces matières, soumettant aux mathématiciens de son temps des problèmes de géométrie et d'astronomie, exigeant des calculs, des démonstrations. Là où le bâtisseur ordinaire d'un château se fiait à l'expérience et au coup d'œil, le concepteur du Castel del Monte avait accès aux meilleurs esprits scientifiques de son siècle. Faire entrer le soleil dans la pierre n'était pas, pour cette cour, un défi insurmontable. C'était un projet à sa mesure. La même rigueur se lit dans la chair même de l'architecture, indépendamment de la lumière. Les chercheurs qui ont mesuré le château y ont décelé un système de proportions d'une cohérence remarquable. Tout y semble régi par des rapports précis, par une grille de modules qui commande les dimensions de la cour, des murs, de l'ensemble. Certains ont cru y reconnaître la trace du nombre d'or, cette proportion célèbre que l'on retrouve dans tant d'œuvres jugées harmonieuses et qui se rattache à la suite de nombres décrites à l'époque même par les mathématiciens. La largeur de l'octogone intérieur et celle de l'octogone extérieur entretiendraient un rapport proche de ces proportions fameuses. Il faut le dire avec honnêteté, cette lecture reste discutée, et tous les spécialistes ne s'accordent pas sur l'intention. Mais qu'il y ait dans ces murs une volonté de proportion, un souci de l'accord des dimensions entre elles, cela ne fait guère de doute. C'est d'ailleurs ce que l'autorité la plus sérieuse a retenu. Lorsque le château fut reconnu comme un bien d'une valeur universelle, parmi les raisons invoquées figura explicitement la précision mathématique et astronomique de son plan. Non la magie, non le secret, la précision. Une précision saluée comme le reflet de la vaste culture et de la vision intellectuelle de l'homme qui l'avait commandé. Le château fut classé non malgré son rapport au soleil et au nombre, mais à cause de lui, parce qu'il témoigne de ce que pouvait accomplir l'esprit le plus éclairé d'une époque que l'on imagine à tort obscure. Marchons dans une de ces salles à l'heure où la lumière s'invite. Une lame de soleil entre par une fenêtre ogivale et tombe en biais sur le sol pâle, traçant une diagonale nette qui glisse lentement à mesure que l'astre monte. L'air est frais, immobile, chargé de l'odeur minérale de la vieille pierre. On perçoit, dans ce trait de lumière qui se déplace, quelque chose de la pensée qui a conçu le lieu. Une volonté d'accorder l'édifice non au hasard du paysage, mais à l'ordre invariable du ciel. Dans la symbolique médiévale, cette lumière qui pénètre et habite l'espace avait un sens précis. Elle signifiait la présence du divin, descendant dans le monde des hommes. Le château qui capte le soleil capte, en un sens, le ciel lui-même. Ainsi se dénoue le trouble de départ. La précision astronomique du Castel del Monte n'est pas un mystère arraché à une époque incapable, ni la preuve d'un savoir venu d'ailleurs. Elle est le fruit d'un choix conscient, exécuté avec les outils intellectuels du XIIIe siècle dans le milieu intellectuel le plus brillant que l'Europe put alors offrir. L'étonnement demeure entier, mais il change de nature. On ne s'émerveille plus d'un prodige inexplicable. On s'émerveille de ce qu'un empereur et ses savants ont délibérément voulu et su faire. C'est un émerveillement plus exigeant et plus juste. Tout cela, pourtant, achève de ruiner l'image d'une forteresse ordinaire. Un château de guerre ne se soucie pas de l'ombre à l'équinoxe ni du rapport entre ses octogones. Il se soucie de tenir, de résister, de durer sous l'assaut. Le Castel del Monte, lui, se soucie de la lumière et du nombre. Chaque fait nouveau resserre la même évidence. Ces murs furent élevés pour signifier, non pour combattre. Et cette magnificence calculée ne s'arrêtait pas à la course du soleil. Elle se déployait aussi dans la matière même des salles, dans des couleurs et des éclats dont il ne reste aujourd'hui presque rien, et dont la disparition est, à elle seule, une histoire. Entrons aujourd'hui dans une salle du Castel del Monte. Le regard rencontre la pierre nue, des murs de calcaire pâle, des voûtes grises, un sol usé, un froid qui monte du sol et s'accroche à la peau. Le silence est total, à peine troublé par l'écho de quelques pas. Tout, dans ce dépouillement, évoque l'austérité, la sévérité monacale, presque la pauvreté. C'est l'image que la plupart des visiteurs emportent. Un château de pierre brute, beau de sa seule géométrie. Et cette image est un mensonge. Pas un mensonge volontaire, un mensonge du temps qui a effacé la vérité du lieu jusqu'à la rendre méconnaissable. Car ces salles glaciales et nues furent jadis parmi les plus somptueuses de tout le royaume. Il faut faire un effort d'imagination pour les rendre à leur splendeur.
Les murs n'étaient pas de pierre apparente, ils disparaissaient sous des revêtements de marbre polychrome, du rose tendre, du vert profond, du crème lumineux, assemblés en panneaux qui couvraient les parois et renvoyaient la lumière. Les sols n'étaient pas ce calcaire usé que l'on foule aujourd'hui, mais des mosaïques aux dessins savants, des rosaces de couleurs incrustées dans la matière. Les voûtes elles-mêmes recevaient des éclats de verre coloré, des carreaux de majolique, ces céramiques émaillées dont les surfaces brillent. Là où nous voyons le gris, il y avait l'arc-en-ciel. Un détail surtout témoigne de l'ambition de cette décoration. Sur les murs et autour des portes courait une pierre rare, une brèche d'un rouge corallien, profond, presque sanguin. Ce rouge n'était pas choisi au hasard. Dans tout le monde antique et médiéval, une couleur appartenait aux empereurs et à eux seuls, la pourpre. Vêtir un édifice de cette teinte, c'était proclamer dans la matière même son rang impérial. La brèche rouge du château imitait, selon toute vraisemblance, cette pourpre souveraine. Les parois ne disaient pas seulement la richesse, elles disaient le pouvoir, dans la langue universelle de la couleur. Frédéric ne se contentait pas d'habiter un beau lieu, il habitait une affirmation de sa majesté. Touchons en pensée ce qu'il reste. Ça et là, sur le calcaire blême, subsistent des fragments de cette brèche rose et rouge, des taches vives, presque incongrues, survivantes d'un naufrage de couleurs. Ce sont les derniers éclats d'un décor englouti. En passant la main sur ces vestiges, on touche le seul témoignage tangible de ce que fut la salle entière. Le contraste entre ces fragments éclatants et la nudité environnante dit toute l'ampleur de la perte. Ce qui demeure tient dans une paume. Ce qui a disparu couvrait des murs hauts de plusieurs étages. Alors une question s'impose, et c'est elle qui tient cette histoire en suspens. Où est passée cette splendeur? Un décor de cette ampleur ne s'évanouit pas dans l'air. Le marbre ne se dissout pas, les colonnes ne fondent pas, les mosaïques ne s'envolent pas. Quelqu'un, à un moment, a vidé ces salles. Quelqu'un a décroché les marbres, arraché les colonnes, emporté les ornements. Le château n'a pas perdu sa parure par le seul effet de l'usure. Il en a été dépouillé, méthodiquement, par la main des hommes. Et le récit de ce dépouillement est celui d'une lente agonie. Reculons dans le temps pour la comprendre. Après les siècles glorieux des origines, le château connut une longue déchéance. Une fois disparue la dynastie qui l'avait fait naître, il cessa peu à peu d'être une résidence de pouvoir. Il servit d'abri de fortune. Au XVIe et XVIIe siècle, des bergers y trouvèrent refuge avec leurs troupeaux. Des populations fuyant la peste s'y cachèrent. Le faste impérial laissa place au feu de camp et à la paille. Les salles conçues pour éblouir des hôtes de marque abritèrent des fugitifs et des bêtes. L'édifice se dégradait, abandonné à lui-même, sa beauté devenue inutile, offerte à qui voulait s'en servir ou s'en saisir. Puis vint le pillage organisé. Au XVIIIe siècle, le château fut systématiquement dépouillé de ses ornements intérieurs. Les membres de la maison régnante de Bourbon, qui contrôlait alors le royaume, firent enlever les colonnes de marbre et les encadrements des fenêtres pour les remployer dans l'un de leurs palais, l'immense résidence de Caserta, qu'ils faisaient édifier comme un manifeste de leur propre grandeur. Ce que Frédéric avait rassemblé pour orner sa couronne de pierre fut démonté pour parer le palais d'une autre dynastie. Et ce que les Bourbons ne prirent pas, d'autres l'achevèrent. Habitants des environs, pillards, vandales, emportèrent le reste, pierre après pierre, ornement après ornement, jusqu'à laisser les salles dans le dénuement que nous leur connaissons. De toute la sculpture qui peuplait jadis l'édifice, il ne subsiste presque rien sur place. Les rares fragments rescapés ont quitté le château pour être conservés ailleurs, dans une galerie de la ville de Bari. Parmi eux, un relief montrant un cortège de chevaliers et un autre relief plus ancien, d'origine romaine, que les bâtisseurs avaient réemployé, preuve que ce lieu dialoguait jusque dans ses pierres avec l'Antiquité. Il y a aussi un buste sans tête, une figure décapitée que certains ont voulu reconnaître comme une image de l'empereur lui-même. Un visage perdu, pour un château dont on a perdu le sens. Le hasard de cette mutilation a quelque chose de cruellement juste. Cette histoire de dépouillement éclaire d'une lumière nouvelle notre question obstinée. Un château bâti d'abord pour la guerre n'aurait pas suscité une telle convoitise décorative. On ne pille pas une caserne pour en parer un palais.
Si les Bourbons sont venus chercher ici des marbres et des colonnes, c'est que le Castel del Monte en regorgeait. C'est qu'il avait été conçu, dès l'origine, comme un trésor de matières précieuses, un écrin et non un rempart. Le pillage lui-même est une preuve à rebours de sa vraie nature. On ne dévalise que ce qui est riche, et ce château fut, en son temps, d'une richesse à faire rêver des rois venus 2 siècles plus tard. Voici donc le dénouement de cette part de l'énigme. Si les salles sont nues, ce n'est pas qu'elles l'aient toujours été, c'est qu'on les a vidées. Et si on les a vidées, c'est qu'elles regorgeaient d'un luxe digne d'un empereur. La pierre froide que nous touchons aujourd'hui est le squelette d'un corps autrefois somptueux. Comprendre le Castel del Monte, c'est apprendre à voir, sous la nudité présente, l'éclat évanoui, le marbre rose, le rouge impérial, l'or des mosaïques, la lumière multipliée par 1000 surfaces colorées. Le château que nous visitons est une ombre. Le château que voulut Frédéric était une flamme. Mais ce faste visible, ces marbres et ces couleurs, n'épuisaient pas le raffinement du lieu. Il existait, dans l'épaisseur des murs et sous le sol, un autre luxe, invisible celui-là, plus surprenant encore qu'une parure, un luxe fait d'eau, de canaux et de chaleur, qui révèle une face inattendue de cette demeure et de l'homme qui l'a voulu. Il y a, dans l'épaisseur des murs du Castel del Monte, quelque chose qu'aucun visiteur ne soupçonne en passant. Des conduits. Des canaux taillés dans la pierre qui courent à l'intérieur des parois et descendent vers les profondeurs de la colline. Sur un plateau brûlé par le soleil, où l'été fait grimper la chaleur au-delà de 40 degrés et où l'eau est le bien le plus rare, l'empereur a fait construire un édifice traversé, irrigué, nourri par l'eau. Cela seul devrait étonner. Un château sans cuisine ni écurie, mais doté d'un réseau hydraulique sophistiqué. La pierre la plus sèche du paysage cachait en son cœur une mécanique de l'eau. Le principe en était d'une intelligence remarquable. Sur ce sommet sans source, sans rivière, une seule ressource tombait du ciel, la pluie. Et tout fut conçu pour ne pas en perdre une goutte. Les toits en terrasse, les murs eux-mêmes étaient agencés pour recueillir l'eau de pluie et la conduire par les canaux dissimulés dans la maçonnerie vers des citernes creusées sous l'édifice. On en compte au moins 5, ces réservoirs souterrains où s'amassait la réserve précieuse. Le château fonctionnait comme un immense capteur, transformant l'averse rare en provision durable. Là où d'autres auraient renoncé à bâtir, faute d'eau, les concepteurs avaient fait de la rareté même un défi technique parfaitement résolu. Cette eau patiemment recueillie n'était pas destinée à la seule survie. Elle alimentait des installations qui, pour le XIIIe siècle, relèvent du raffinement le plus poussé. Le château disposait de latrines, ces commodités sanitaires que bien des palais de l'époque ignoraient encore. L'hygiène ici n'était pas un luxe accessoire, mais une préoccupation intégrée à la conception même du bâtiment. Et au-delà des latrines, les chercheurs ont identifié quelque chose de bien plus surprenant, les traces d'un véritable établissement de bains organisé selon un principe que l'Occident chrétien avait largement oublié, mais que l'Orient avait conservé et perfectionné. Pour saisir ce que cela signifie, il faut comprendre la logique d'un bain oriental, ce que l'on nomme le hammam. On n'y passe pas brutalement du chaud au froid, on y progresse par étapes, à travers une succession de salles aux températures graduées. Une salle froide d'abord, pour s'acclimater, une salle tiède ensuite, où le corps s'échauffe doucement, une salle chaude enfin, saturée de vapeur, où la transpiration nettoie et délasse. Ce parcours en 3 temps, hérité de l'Antiquité romaine et raffiné par le monde islamique, faisait du bain une pratique à la fois d'hygiène et de bien-être, presque un rituel du corps. Et c'est précisément ce dispositif que des chercheurs de l'université de Bari ont cru reconnaître dans le château. En étudiant l'agencement des salles et la distribution de l'eau, les savants Ochinegro et Falacara ont identifié des espaces correspondant aux 3 phases du bain oriental, la salle froide, la salle tiède, la salle chaude, le froid, le tiède, le brûlant, les 3 âges de l'eau, organisés dans la pierre selon le modèle exact des bains d'Orient. Cette découverte transforme notre regard. Le Castel del Monte ne se contentait pas d'avoir de l'eau, il en faisait un usage savant, codifié, emprunté à une civilisation que la plupart des contemporains de Frédéric tenaient pour ennemie. Au cœur d'un château chrétien dressé en terre d'Europe, battait le rythme d'un bain musulman.
Ce détail n'a rien d'incongru quand on se souvient de qui était l'empereur. Frédéric avait grandi au contact des usages du monde arabe, en avait adopté la langue, les sciences et jusqu'aux pratiques du quotidien. Là où ses contemporains chrétiens voyaient dans le bain fréquent une coutume suspecte, presque un signe de mollesse orientale, lui y voyait une marque de civilisation. Il avait fait sienne les habitudes d'hygiène venues de l'Orient, comme il avait fait sien ses livres et ses calculs. Le hammam du Castel del Monte n'est pas une bizarrerie. Il est la trace, dans la pierre, d'un esprit qui refusait de mépriser ce que l'autre civilisation avait de meilleur. L'eau chaude du château raconte la même histoire que ses 8 côtés, celle d'un homme à cheval entre deux mondes. Imaginons un instant ces salles vivantes, la vapeur qui monte et voile les parois de marbre coloré, la tiédeur humide qui détend les muscles après une journée sur le plateau venteux, le clapotis discret de l'eau circulant dans les conduits, l'écho assourdi sous les voûtes, le contraste entre le froid minéral de la salle d'entrée et la chaleur enveloppante de la dernière. Tandis qu'au dehors le vent sec balaie la pierre nue et que le soleil écrase la murge, à l'intérieur règne un climat maîtrisé, une oasis de chaleur humide arrachée à l'aridité du dehors. Le château offrait sur son sommet désolé le confort d'un palais d'Orient. Cette dimension du lieu a conduit certains chercheurs à formuler une hypothèse qui prolonge tout ce que nous avons découvert. Le Castel del Monte aurait été un lieu de régénération, un endroit où l'empereur pouvait se retirer pour le repos du corps et de l'esprit. Non une forteresse où l'on guette l'ennemi, non un simple relais de chasse, mais un espace de retraite où le souverain le plus actif de son siècle venait se ressourcer, entouré peut-être de ses savants et de ses médecins. Les bains du corps répondaient alors aux nourritures de l'esprit. La salle chaude et la bibliothèque participaient de la même quête. Un château pensé comme un soin, comme un renouvellement, autant que comme une affirmation. Voici donc une nouvelle réponse à notre question tenace. Si le Castel del Monte ne fut pas bâti pour se défendre, c'est aussi qu'il fut conçu pour prendre soin, pour offrir l'eau, la chaleur, l'hygiène, le repos, dans un raffinement que seul un esprit ouvert aux deux rives de la Méditerranée pouvait imaginer. La présence de ce dispositif hydraulique élaboré, sur un sommet aride où chaque goutte coûtait, est une déclaration en soi. On ne se donne pas tant de peine pour amener l'eau au sommet d'une colline si l'on ne veut qu'y monter la garde. On le fait pour y vivre bien, somptueusement, à la manière d'un prince qui a vu le monde. La pierre, l'eau, la lumière, le marbre, le nombre. Pièce après pièce, le portrait se compose, et il dessine un lieu de splendeur, de savoir et de bien-être, tout entier tourné vers la grandeur d'un homme. Mais l'histoire d'un édifice ne s'arrête pas à l'intention de celui qui le voulut, car cet homme allait mourir, et avec lui s'effondrerait le monde qui donnait au château son sens. Ce qui avait été pensé comme un lieu de lumière et de renouvellement connaîtrait alors un destin si sombre qu'il en deviendrait le plus poignant des paradoxes. Un enfant de 4 ans, enchaîné dans le noir. C'est par cette image insoutenable que le Castel del Monte bascule. Le château conçu pour capter la lumière, pour célébrer la géométrie parfaite et le renouvellement du corps, allait devenir l'un des cachots les plus cruels de l'Italie médiévale. Entre la splendeur voulue par Frédéric et l'horreur qui s'y déroula, il n'y eut qu'un intervalle de quelques années, le temps qu'un monde s'effondre. Et ce monde s'effondra à la mort de l'homme qui avait tout pensé. Frédéric II s'éteignit le 13 décembre de l'an 1250, emporté par la dysenterie dans un autre de ses châteaux dépouilles. Il est même possible que le Castel del Monte, à cette date, n'ait jamais été tout à fait achevé. Le souverain qui en avait conçu chaque angle ne le vit peut-être jamais terminé. Avec lui disparaissait bien plus qu'un empereur. Disparaissait l'esprit qui donnait au château sa raison d'être. Tant que vivait Frédéric, ses murs proclamaient sa grandeur. Sa mort les vida de leur sens et les livra aux convoitises d'un monde qui n'attendait que sa disparition pour se déchirer. Car l'empereur laissait derrière lui un héritage disputé. Toute sa vie, il avait combattu la papauté, qui voyait en lui une menace mortelle pour son pouvoir. Les papes l'avaient excommunié, traité d'antéchrist, lancé contre lui des croisades non pas vers la Terre Sainte, mais sur le sol même de l'Italie. À peine mort, la lutte se reporta sur ses descendants. Son fils Manfred reprit le flambeau et tint quelque temps le royaume du Sud. Il lui arriva d'utiliser le château de la colline comme résidence de chasse, prolongeant un instant l'usage princier voulu par son père. Mais le sursis fut bref. La papauté cherchait un bras armé pour abattre définitivement la dynastie des Hohenstaufen. Elle le trouva.
Ce bras fut celui de Charles d'Anjou, frère du roi de France, appelé en Italie pour renverser la maison de Souabe. En l'an 1266, les deux camps s'affrontèrent à la bataille de Bénévent. Manfred y trouva la mort. Avec lui s'écroulait le dernier rempart des héritiers de Frédéric. Charles d'Anjou s'empara du royaume de Sicile et la dynastie qui avait fait élever le Castel del Monte sombra dans la défaite. Le château changea de maître. Il passa entre les mains de ceux-là même qui avaient détruit la lignée de son fondateur, et ces nouveaux maîtres lui réservèrent un usage qui était l'exact contraire de sa vocation première. Manfred laissait 3 fils en bas âge, Henri, Azzo et Enzo. Le vainqueur ne pouvait tolérer que survivent des héritiers mâles de la dynastie déchue, autour desquels une révolte aurait pu se cristalliser. Mais les tuer eût été un crime trop visible. Charles d'Anjou choisit une autre voie, plus lente et plus sûre. Il les fit disparaître entre des murs. Et le lieu choisi pour cette disparition fut le Castel del Monte. Le château de lumière devint leur prison. Les enfants de Manfred, petit-fils de l'empereur le plus brillant de son siècle, furent enfermés là, sur la colline que leur grand-père avait couronnée de pierre. Les conditions de leur captivité défient l'imagination. On les tenait dans les chaînes. On les maintenait dans l'obscurité, privés de la lumière que l'architecte avait pourtant fait entrer avec tant de soin dans ses salles. On les nourrissait à peine, juste assez pour les maintenir en vie, assez peu pour les briser. L'aîné, au moment de son emprisonnement, avait 4 ans. 4 ans, et déjà la chaîne, le cachot, la nuit perpétuelle. Cette captivité ne dura ni des mois ni des années, mais des décennies. Ce n'est qu'à l'extrême fin du XIIIe siècle, autour de l'an 1299, que les survivants furent transférés ailleurs. Toute une enfance, toute une jeunesse engloutie dans les ténèbres de la pierre. Mesurons l'ampleur du renversement. Songeons à ce qu'avait voulu Frédéric, un édifice accordé à la course du soleil, où la lumière entrait à date fixe comme une bénédiction, où la symbolique du 8 célébrait le passage et le renouvellement, où l'eau chaude délassait les corps. Et songeons à ce que ces murs abritèrent ensuite. Des enfants enchaînés dans le noir, affamés, oubliés. La salle où peut-être une lame de soleil tombait jadis à l'équinoxe devint le lieu d'une nuit sans fin. Le château de la régénération devint celui de l'anéantissement lent. Rarement un bâtiment a connu pareille inversion de son sens, pareille trahison de ce pourquoi il avait été conçu. Touchons en pensée la pierre de ces murs telle qu'elle dut être pour ses enfants, non plus tiède et dorée sous le soleil du soir, mais froide, suintante, hostile. L'humidité qui s'infiltre, le silence rompu seulement par le bruit des chaînes, l'odeur du renfermé et de la peur. Le même calcaire qui, à l'extérieur, rayonnait d'une beauté géométrique, enserrait à l'intérieur des corps d'enfants dans une obscurité totale. La perfection des proportions ne leur était d'aucun secours. La géométrie sublime continuait de régner au dehors, indifférente, tandis qu'au-dedans s'éteignaient des vies à peine commencées. Cet épisode noir scelle aussi le destin du château aux mains d'une dynastie venue de France, la maison d'Anjou. Ce furent ces nouveaux maîtres qui transformèrent la demeure impériale en geôle d'État, qui décidèrent que la couronne de pierre servirait désormais à enfermer plutôt qu'à éblouir. Le sort du Castel del Monte fut désormais lié à ses souverains et à leurs successeurs, et le château ne retrouverait jamais l'éclat de ses origines. Sa fonction la plus longuement attestée dans l'histoire ne fut ni la défense, ni la chasse, ni la fête, ce fut l'emprisonnement. L'édifice le plus lumineux du règne de Frédéric finit par entrer dans la mémoire comme un lieu de réclusion. Et c'est ici que l'histoire nous tend un dernier paradoxe, plus vertigineux que tous les autres. Ce château qui semblait refuser toute fonction défensive, dont nous cherchions en vain la véritable utilité, trouva finalement un usage bien réel, mais l'inverse exact de ce qu'on attend d'une forteresse. Une forteresse est faite pour tenir les ennemis dehors. Le Castel del Monte, lui, servit à tenir des prisonniers dedans. Sa position dominante, son isolement sur le plateau, ses murs épais qui n'avaient su repousser personne, se révélèrent parfaits pour une toute autre tâche, couper du monde, enfermer, faire oublier. Ce qui en faisait un mauvais château de guerre en faisait une excellente prison. Cette terrible leçon, qu'un même lieu peut, selon les siècles, accomplir une chose et son contraire, n'avait pas fini de se vérifier. Car des centaines d'années plus tard, alors que l'empereur, les enfants enchaînés et la maison d'Anjou seraient depuis longtemps oubliés, la colline isolée et son château désarmé allaient connaître un nouveau destin,
plus inattendu encore. Et cette fois, la pierre qui n'avait jamais su sauver personne se mettrait, contre toute attente, à sauver des vies, d'abord par milliers, puis par millions, des hommes en blouse blanche, penchés sur la terre, au pied de murs vieux de 7 siècles. Ils ne lèvent pas les yeux vers la géométrie parfaite du château. Ils grattent le sol, recueillent des échantillons, remplissent des flacons de cette poussière ordinaire qui entoure l'édifice. Nous sommes au milieu du XXe siècle, et ce que ces chercheurs vont trouver dans la terre du Castel del Monte transformera la médecine mondiale. La pierre qui n'avait jamais repoussé un ennemi, qui n'avait servi qu'à enfermer des enfants, s'apprêtait à entrer dans l'histoire la plus improbable de toutes, celle d'un remède. Avant d'en arriver là, il faut traverser les siècles d'oubli qui séparent les enfants enchaînés de ces chercheurs. Après son temps de prison, le château sombra dans une longue déchéance. Les marbres furent arrachés, les ornements emportés, les salles livrées aux bergers et aux fugitifs. En l'an 1528, un bombardement français vint encore endommager l'édifice, ajoutant les blessures de la guerre à celles de l'abandon. Pendant des générations, la couronne de pierre se délita lentement sur sa colline, oubliée de tous, réduite à une carcasse magnifique et inutile, que le vent de la Murge balayait sans témoin. Le sursaut vint au XIXe siècle. En l'an 1876, l'État italien racheta le château à ses propriétaires privés pour la somme de 25 000 lire, une somme modeste pour ce qui allait redevenir l'un des monuments les plus admirés du pays. Dès l'année suivante, commencèrent les premiers travaux de sauvegarde. Plus tard, dans les premières décennies du XXe siècle, une vaste restauration dégagea les décombres, consolida les structures, rendit au château une part de sa dignité. Lentement, la ruine redevenait monument. Mais la plus extraordinaire de ces résurrections n'allait pas concerner la pierre. Elle allait surgir du sol même qui l'entourait. Pour comprendre, il faut quitter un instant l'histoire et entrer dans le monde invisible. La Terre n'est pas une matière morte. Elle grouille de micro-organismes, et parmi eux, d'une famille de bactéries discrètes mais fécondes, les actinomycètes. Ces minuscules organismes ont une particularité précieuse. Pour survivre dans la compétition féroce du sol, ils produisent des substances chimiques destinées à éliminer leurs rivaux. Or, ces armes microscopiques se révèlent souvent, pour la médecine humaine, de véritables trésors. C'est de ce monde-là, de cette guerre invisible livrée dans chaque poignée de terre, qu'est née une grande partie des antibiotiques qui ont sauvé l'humanité. Et les sols des Pouilles, ceux du plateau de la Murge, sont particulièrement riches de ces organismes. Dans les années 50 du XXe siècle, une entreprise pharmaceutique italienne lança une vaste recherche fondée sur un principe simple: passer au crible des échantillons de sol venus de toute l'Italie pour y dénicher des bactéries productrices de substances nouvelles. Parmi les terres récoltées figuraient celles des abords du Castel del Monte. Et dans cette poussière apulienne, les chercheurs isolèrent une bactérie inconnue qui produisait un pigment d'un rouge éclatant. On lui donna un nom savant qui gardait la mémoire du lieu et de ses habitants antiques. De ce micro-organisme rouge, on tira une molécule aux propriétés stupéfiantes. Cette molécule reçut un nom qui, lui aussi, raconte une histoire. On l'appela donorubicine. La première partie du nom évoquait un peuple antique qui avait jadis habité cette région. La seconde venait d'un mot désignant le rubis, en hommage à la couleur rouge profond du composé. Les savants italiens et français qui avaient travaillé sur cette substance s'accordèrent sur cette appellation commune, mêlant la mémoire de la terre apulienne à l'éclat de la pierre précieuse. Une molécule rouge comme un rubis, née de la terre d'un château rouge de pourpre impériale. La coïncidence des couleurs ajoutait à l'étrangeté de la découverte. Mais l'histoire ne s'arrêta pas là. À partir de cette première substance, les chercheurs obtinrent à la fin des années 60 une molécule dérivée issue d'une souche transformée de la même bactérie. On la nomma doxorubicine et on lui donna aussi un nom commercial inspiré de la mer toute proche, l'Adriatique. Cette nouvelle molécule se révéla l'une des armes les plus puissantes jamais découvertes contre le cancer. Elle agit sur un large éventail de tumeurs et figure depuis des décennies parmi les médicaments anticancéreux les plus utilisés au monde. D'innombrables vies humaines ont été prolongées ou sauvées grâce à ce composé. Et tout cela avait commencé dans la terre, au pied d'un château médiéval. Il faut résister ici à la tentation du merveilleux. Cette découverte n'a rien de magique, rien de mystérieux. Elle ne doit rien à quelque vertu secrète du château, à une énergie cachée dans ses murs. Elle est le fruit de la microbiologie la plus rigoureuse, un dépistage méthodique des sols mené par des scientifiques qui savaient exactement ce qu'ils cherchaient.
Si la bactérie salvatrice se trouvait là, c'est parce que les terres de la Murge sont naturellement riches en ces organismes et non parce que la pierre de Frédéric l'aurait engendré. Le lien entre le château et le remède est géographique, fortuit. La science n'a pas trouvé un miracle, elle a trouvé ce qu'elle cherchait, à l'endroit où elle le cherchait. Et pourtant, même réduit à sa vérité scientifique, le rapprochement garde une force d'évocation que rien n'épuise. Songeons à la trajectoire de ce lieu, une colline où un empereur dressa une couronne de pierre, un château qui ne sut défendre personne, une prison où des enfants moururent à la lumière refusée. Et puis, 7 siècles plus tard, dans la terre même qui porte ces murs, une bactérie rouge dont on tire un remède contre l'un des plus grands fléaux de l'humanité. Le même sol qui avait vu tant de pouvoir et tant de cruauté offrait soudain, par les voies les plus humbles de la nature, un instrument de guérison. La pierre n'avait sauvé personne. La poussière à ses pieds en sauverait des millions. Cette histoire éclaire notre question d'une lumière inattendue. Nous demandions à quoi servait ce château bâti sans souci de défense. Et voici que la réponse, à travers les siècles, ne cesse de se déplacer, de se renouveler, d'échapper à toute fonction unique. Résidence d'apparat, lieu de savoir et de bain, prison d'État, et maintenant, par le hasard de sa terre, berceau d'un médicament. Le Castel del Monte semble refuser obstinément de tenir un seul rôle. Chaque époque lui en assigne un nouveau, qu'il n'avait pas prévu. Comme si ce lieu, dès l'origine pensé pour signifier plus que pour servir, était voué à se réinventer sans fin. Et le XXe siècle, qui lui avait pris sa terre pour en faire un remède, allait aussi lui confier une dernière mission, au plus fort de la plus grande guerre de l'histoire. Septembre de l'an 1943. Dans les salles octogonales où s'étaient succédés empereurs, prisonniers et bergers, des soldats américains installent des appareils de radio. Le Castel del Monte, château médiéval dressé sur sa colline, vient d'être réquisitionné par l'armée de l'air des États-Unis pour devenir un poste secret. 7 siècles après que Frédéric en eut tracé les angles, sa couronne de pierre entre dans la guerre la plus moderne de l'histoire. Et la raison de ce choix tient précisément à ce qui, dès l'origine, faisait l'étrangeté du lieu, sa position. Le poste reçut un nom de code, Big Fence, et fut confié à une unité spécialisée dans le guidage des avions. Sa mission relevait d'une science que Frédéric n'aurait pu concevoir, mais qui reposait sur un principe qu'il aurait compris, la maîtrise de l'espace par l'observation. Depuis le château, on triangulait les signaux émis par un réseau de stations réparties dans la région, afin de localiser les appareils perdus dans le ciel et de les ramener à bon port. Au cœur de l'édifice, un poste de commandement central recoupait les données venues de 7 installations de repérage, transformant ces croisements de signaux en positions précises. La colline qui dominait la Murge était devenue le cerveau d'un dispositif de sauvetage aérien. Les chiffres disent l'ampleur de la tâche. Pendant les mois où il fonctionna jusqu'à la fin de la guerre, le poste reçut près de 16 000 appels de détresse. 16 000 fois, un équipage égaré, un avion endommagé, un appareil en perdition lança vers cette colline un signal d'angoisse. Et 16 000 fois, depuis les salles de Frédéric, des hommes s'efforcèrent de répondre, de calculer une route, de guider vers le salut des aviateurs perdus dans la nuit ou la tempête. Le château qui n'avait jamais su défendre se faisait, une seconde fois et d'une autre manière, sauveur. Non plus par la terre à ses pieds, mais par l'altitude de son sommet. Car c'est bien la même propriété qui, à travers les âges, fit la fortune du lieu. Cette colline isolée de 540 mètres, ce sommet dégagé d'où le regard embrasse l'horizon dans toutes les directions jusqu'à la mer lointaine, offrait pour la radiogoniométrie un avantage idéal. Ce qui avait servi à un empereur pour proclamer sa grandeur, ce qui avait servi à des geôliers pour isoler des captifs, servait maintenant à des ingénieurs pour capter les ondes. La position dominante, ce trait premier qui nous avait tant intrigués au début, traversait les siècles en changeant d'usage sans jamais perdre sa valeur. Le château était décidément un lieu que chaque époque rééquipait pour ses propres fins. Après la guerre, le destin du château s'apaisa. Sa silhouette devint si emblématique qu'on la grava sur la monnaie nationale. Depuis le début de notre siècle, le profil octogonal du Castel del Monte figure sur l'une des pièces de la monnaie commune européenne, celle d'1 centime. Des centaines de millions de fois, l'image de la couronne de pierre passe ainsi de main en main, le plus souvent sans que personne reconnaisse ce qu'elle représente.
Et en l'an 1996, la reconnaissance suprême vint couronner cette longue histoire. Le château fut inscrit sur la liste du patrimoine mondial, salué comme un chef-d'œuvre unique, fusion réussie de l'Antiquité classique, de l'Orient musulman et du gothique du nord de l'Europe. Le temps est venu de revenir à la question qui nous accompagne depuis le premier regard sur la colline. Pourquoi bâtir un château si ce n'est pas pour se défendre? Nous avons cherché la réponse à travers la pierre, la lumière, l'eau, le nombre, et à travers les siècles. Il faut maintenant rassembler honnêtement ce que nous savons et reconnaître aussi ce que nous ignorons. Car la vérité sur le Castel del Monte n'est pas une porte qui s'ouvre d'un coup, mais un faisceau de réponses qui éclaire chacune une part du mystère. Plusieurs explications ont été avancées par les savants. La première fait du château un rendez-vous de chasse, au cœur d'un plateau jadis boisé et giboyeux, pour un empereur dont la passion de la chasse aux faucons est attestée par un traité entier. Cette hypothèse, longtemps dominante, bute toutefois sur l'absence des écuries, des cuisines, de tout l'appareil qu'une telle fonction supposerait. La deuxième voit dans l'édifice une résidence d'apparat et un temple du savoir, où le décor somptueux, les bains et la géométrie sacrée dessinaient un lieu de représentation et de ressourcement. La troisième l'inscrit dans le réseau fortifié de Frédéric, comme l'a soutenu l'historien Raphaël Liquigno, les traces d'une enceinte extérieure venant appuyer cette lecture. La quatrième, la moins assurée mais documentée par les jeux de lumière des solstices, y reconnaît une dimension astronomique délibérée. Et c'est ici qu'il faut être honnête jusqu'au bout. Aucune de ces hypothèses n'est prouvée par un document. Le seul écrit certain demeure cette lettre de l'an 1240 ordonnant de réunir les matériaux. Nous n'avons aucune preuve que Frédéric ait jamais habité ce château, ni même qu'il l'ait visité. Le seul événement attesté entre ces murs du vivant de son fondateur est un mariage, celui de sa fille cadette Violante, célébré une année avant sa mort, alors peut-être que l'édifice n'était pas même achevé. L'homme qui conçut ce lieu emporta ses raisons dans la tombe, et nous laissa face à une œuvre qui parle abondamment, mais qui ne s'explique pas. Pourtant, l'absence d'une réponse unique n'est pas un échec. C'est peut-être la réponse elle-même, car tout, dans ce que nous avons découvert, converge non vers une fonction, mais vers une intention. Ce château ne fut pas bâti d'abord pour se défendre, ni pour chasser, ni pour une seule tâche assignable. Il fut bâti pour signifier, pour incarner dans la pierre la géométrie, la lumière et le luxe, la puissance et l'intelligence d'un homme qui se voulait à la mesure du monde entier. Les 8 côtés, le soleil capté, l'eau savante, le marbre impérial ne servaient pas à une utilité. Ils proclamaient une idée. La meilleure réponse à notre question est sans doute que le Castel del Monte est tout cela à la fois, et qu'il fut conçu pour dépasser toute fonction unique, résidence, symbole, affirmation de pouvoir et quête de perfection réunis en un seul objet de calcaire. On comprend alors pourquoi chaque siècle a pu lui trouver un usage nouveau. Un château fait pour signifier plutôt que pour servir reste disponible pour tous les sens qu'on voudra lui donner. Prison pour les uns, refuge pour d'autres, source d'un remède, poste de guerre, emblème sur une pièce de monnaie, le lieu se prête à tout parce qu'il ne fut enfermé, à l'origine, dans aucune destination étroite. La couronne de pierre dressée sur la murge demeure ce qu'elle a toujours été, une question posée à la pierre, à laquelle 8 siècles ont apporté 8 réponses, sans en épuiser aucune. Voilà ce que racontent ces murs à qui prend le temps de les écouter. Merci d'avoir cheminé jusqu'au bout de cette histoire avec moi. Si ce voyage dans la pierre vous a appris ou fait ressentir quelque chose, laissez un pouce levé et abonnez-vous pour continuer ensemble à percer les énigmes que les grands monuments du monde gardent encore.